Attention. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, je suis ravi d'être parmi vous ce jour. Je vous ai promis faire ce direct pour vous informer des événements qui ont conduit à mon arrestation et à ma détention administrative en République de Turquie. En tant qu'homme politique et leader d'opinion, j'ai l'obligation de rendre compte au peuple camerounais, ou du moins à ceux qui me font l'honneur de me suivre sur des événements qui surviennent dans ma vie privée et surtout des faits aussi graves. D'aucuns m'ont conseillé de ne pas faire ce direct et que je n'avais pas pour obligation de rendre compte à qui que ce soit. Je leur ai dit qu'en tant qu'homme politique, je souhaitais faire la politique autrement et que ceux qui me suivent, lorsque il y a des rumeurs qui courent sur une éventuelle arrestation d'un leader politique d'opinion comme moi, j'ai l'obligation, que je le veuille ou non, que je sois coupable ou non, j'ai l'obligation de rendre compte au peuple camerounais. Vous êtes les seuls juges. Si j'ai fait quelque chose de mauvais, je me dois de me confesser chez vous, soit d'obtenir votre punition ou votre pardon. Moi, je pense que c'est ça la politique, et non rester dans le silence comme si le peuple ne représentait rien. Alors, je vais ici, mes très chers compatriotes, vous essayer de vous expliquer les événements qui ont conduit à mon arrestation en République de Turquie, à la frontière turco-bulgare, entre la Bulgarie et la Turquie. Mes très chers concitoyens, chers amis, j'ai quitté notre pays à la suite des événements d'octobre 2018, après l'élection présidentielle, où le régime du dictateur Paul Biya a fait main basse sur les résultats de l'élection présidentielle. Le dictateur Paul Biya, après avoir fait son hold-up électoral et volé la victoire du professeur Maurice Kamto, nous avons décidé de manifester contre ce hold-up électoral et à la suite de cela, j'ai été interpellé et puis traduit en justice. J'ai été obligé de quitter notre pays. Après le Sénégal, j'arrive en Turquie en tant que demandeur d'asile. J'ai effectivement appliqué pour la protection internationale parce qu'il y a deux types de protection, au moins 3 ou au moins 2. La protection temporaire pour ceux qui fuient la guerre dans leur pays, comme des Syriens, des Afghans, des Somaliens, plusieurs pays en guerre. Et cette protection temporaire leur est accordée, ils peuvent rester sur le territoire turc aussi longtemps que la guerre durera dans leur pays et ensuite ils pourront repartir dans leur pays. Et il y a la protection internationale. La protection internationale est accordée uniquement aux hommes politiques et aux journalistes. Des personnes qui sont persécutées pour leur opinion politique ou autre. Et dans le cadre de la protection internationale en République de Turquie, la Turquie a des accords avec le Conseil des Nations, c'est des accords de 1947. La Turquie n'accorde pas l'asile sur son territoire. La République de Turquie vous reconnaît en tant que réfugié politique,
la République de Turquie vous donne une carte de protection internationale comme celle que j'ai. Je vais vous présenter cette carte de protection internationale. La République de Turquie vous remet une carte de protection internationale comme celle-ci. Ça, c'est une carte de protection internationale que la République de Turquie vous remet. Cette carte de protection internationale, en principe, vous permet de rester pendant un temps sur le territoire turc et le gouvernement turc, en partenariat avec les organismes internationaux, vous envoie dans un troisième pays d'accueil. Cela s'appelle la relocalisation dans votre pays définitif. C'est-à-dire que lorsque la Turquie vous remet ce document, la Turquie dit aux Nations Unies, au ACR, que nous reconnaissons que ce monsieur est réfugié, mais puisque vous ne pouviez pas rester sur le territoire turc, en principe, il y a un délai imparti. Le délai est de 4 à 6 mois, maximum 1 an, et c'est le gouvernement de Turquie qui vous envoie dans un troisième pays d'accueil, dans un troisième pays, qui est votre pays définitif. Et ces pays, en réalité, sont les pays scandinaves, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Australie. Alors, en décembre 2020, j'ai obtenu ma protection internationale en République de Turquie. Et en principe, lorsque j'applique et que le gouvernement turc répond favorablement, l'officier en charge de mon dossier me rassure que dans les 4 à 6 mois maximum qui viennent, je quitterai la Turquie pour un troisième pays définitif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que lorsque vous demandez la protection, lorsque vous obteniez la protection internationale en Turquie, vous n'avez pas de soutien. Il n'y a pas de soutien qui va avec ni le logement, ni rien du tout. J'ai donc dû survivre pendant 1 an et 2 mois. Et vu qu'il n'y avait pas de suite concernant ma relocalisation, parce que j'allais régulièrement pour signer ma présence auprès de l'Office de l'immigration, ils m'ont fait savoir qu'il y a beaucoup de Syriens et d'Afghans sur leur territoire et que je pourrais attendre encore 4 ans ou 5 ans. Mes très chers concitoyens, vous êtes d'accord avec moi que la lutte pour le changement dans notre pays se fait pressant. Alors, je ne peux pas rester 3 ans, 4 ans en Turquie et observer la lutte pour le changement dans notre pays à distance. Déjà, beaucoup d'entre vous me reprochent le fait de ne pas être présent sur le terrain. À cela, je voudrais dire, je meurs d'envie de vous rejoindre sur le terrain, mais malheureusement, je ne peux pas tout simplement parce que je suis dans des pays qui ne me permettent pas de m'exprimer politiquement. C'est pourquoi je me bats, corps et âme, pour pouvoir sortir de la Turquie, rejoindre un pays Schengen, un pays européen ou américain, afin qu'ensemble nous puissions démarrer une autre étape de notre lutte pour la démocratie et l'alternance dans notre pays. Donc malheureusement, je suis bloqué en Turquie depuis maintenant 1 an et demi. Et c'est fort de ce constat que je ne pouvais pas obtenir une relocalisation dans un pays définitif que j'ai décidé de quitter illégalement la Turquie. J'ai pris un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats, le cabinet Sevda, que je salue en passant, mon avocat a pris la peine d'adresser un courrier au ministre de l'Intérieur turc pour faire savoir que ma situation ne me permettait pas de rester en Turquie aussi longtemps parce que je suis un leader politique qui se bat pour la démocratie et le changement dans son pays et que les conditions en Turquie ne me permettaient plus de rester parce que je n'ai pas un soutien gouvernemental et je ne peux pas travailler en Turquie. Face au mutisme du gouvernement turc et du ministère de l'Intérieur, je me suis engagé. Lorsque je me suis engagé pour sortir illégalement de Turquie, je savais que je risquais l'arrestation. Mais par ailleurs, il fallait mettre le gouvernement turc devant ses responsabilités, à savoir, ils n'ont pas respecté ce qu'ils m'avaient dit
lors de mon application de la protection internationale, le temps imparti pour me relocaliser dans un troisième pays. C'est ainsi que j'ai pris le train de la ville d'Istanbul, ville frontalière turque Erdin. Et de Erdin, j'ai emprunté des bus trans-européens qui font Turquie, Bulgarie, Sofia. Alors j'ai pris un bus normal en tant qu'un passager parce que j'avais une pièce d'identité qui n'était pas mienne, que j'ai achetée en Europe. Je me suis installé dans le bus pour la Bulgarie. Au poste frontalier, entre le poste frontalier turc et bulgare, ils ont détecté effectivement que cette pièce d'identité n'était pas une bonne pièce d'identité, c'était une fausse pièce d'identité. Ils ont eu de la peine à détecter, mais ils ont fini par envoyer la pièce d'identité dans un laboratoire juste à côté du poste d'identification. On s'est rendu compte que la pièce n'était pas originale. Ils m'ont fait descendre du bus. Ils m'ont amené au centre de prise d'empreintes. Ils ont pris mes empreintes et immédiatement, lorsqu'ils ont pris mes empreintes, ils ont constaté que j'avais une autre identité et que, en principe, j'étais un réfugié politique en Turquie, je bénéficiais d'une protection internationale. Ce gendarme n'a fait qu'appliquer la loi, parce que lorsque vous essayez de traverser la frontière illégalement, même si vous bénéficiez d'une protection internationale, on suspend votre protection internationale. Donc ma protection internationale a été suspendue et on m'a notifié immédiatement ma déportation sur le Cameroun. J'ai le document de déportation encore ici avec moi parce qu'ils m'ont notifié ma déportation sur le Cameroun. Lorsque j'ai été conduit au camp de détention de Erdini, j'ai contacté mon avocate pour lui informer que j'étais désormais en détention et c'est un scénario que nous avions prévu. C'est un scénario que nous avions prévu. Immédiatement, elle a saisi le juge administratif pour s'opposer à ma détention et à la suspension de ma protection internationale. Et elle a envoyé au juge administratif les éléments qui renvoyaient la responsabilité du gouvernement turc sur l'acte que j'ai posé et qui, pour moi, certes, était dangereux pour moi, mais qui engageait aussi la responsabilité du gouvernement turc. Ça a été une bataille judiciaire difficile. Difficile parce que derrière cette bataille judiciaire, vous tenez-vous tranquille. Le régime de Yaoundé manœuvrait aussi pour que je puisse revenir au Cameroun. J'ai eu confiance en Dieu. J'ai eu confiance à Omniobé, celui-là même qui m'a montré en rêve au Cameroun que je devais être arrêté au Cameroun, mais que je devais être libéré. Et j'ai été libéré. Il est revenu dans mon rêve lorsque j'étais en détention pour me rassurer. Je n'avais pas beaucoup de contacts, je n'échangeais pas avec des gens à l'extérieur, mais les rares personnes que j'appelais, je les rassurais que si je me bats réellement pour la cause du Cameroun, pour une cause juste, Omniobé et les ancêtres me sortiront de ce camp et je ne serai pas déporté au Cameroun. Finalement, la semaine, en début de cette semaine, le juge administratif a rendu sa décision définitive en s'opposant à ma déportation, en rappelant au gouvernement turc que M. Narcisse Nganchov, votre humble serviteur, ne peut faire aucun objet de renvoi vers l'Afrique, pas vers le Cameroun, mais vers l'Afrique. Il a demandé que ma protection internationale soit réactivée et c'est ce qui a été fait. Par la suite,
Lorsque je suis arrivé dans le camp de détention, en réalité, lorsqu'on vous remet une carte de protection internationale, avant de vous relocaliser dans un troisième pays d'accueil, vous devrez passer d'abord par une sorte d'interview internationale. Cette interview internationale, lorsque j'appliquais en décembre 2020, on m'avait dit que je devais avoir cette interview en mars ou en avril 2021 dans la ville de Bursa, qui m'avait été donné par le gouvernement parce que on vous envoie dans une ville où vous devriez attendre votre envoi vers un pays définitif. Je n'ai pas pu avoir cette interview internationale à Bursa. Finalement, c'est dans le camp de détention que l'OIM m'a fait cette interview internationale pour me trouver un troisième pays d'accueil. Donc, voilà les faits. Finalement, j'ai fait cette interview. Nous avons apporté tous les éléments de preuve de mon engagement politique au Cameroun depuis 11 ans, parce que ce n'est pas les affaires de 2018. Vous devez apporter des preuves de votre engagement politique. Donc, nous avons apporté toutes les preuves de mon engagement politique au Cameroun depuis 11 ans. Et ils ont mené des enquêtes pour vérifier la véracité des informations que nous leur donnions et eux-mêmes, ils ont pu retrouver d'autres informations que nous ne leur avions pas données sur ma personne. Ainsi, j'ai été libéré hier de ce camp de détention. J'ai décidé de ne pas me coiffer parce que je me suis dit, je sors de prison. Ce sont des images qui doivent rester. Ça a été un moment fort pour moi. Ça a été un moment où j'étais peut-être seul en détention, mais j'avais l'impression que j'étais habité par un esprit avec lequel je pouvais communiquer. C'est un moment de silence, un moment où on se parle à soi-même, un moment où on fait une introspection, une rétrospection, un moment où on a l'occasion de pouvoir corriger ses erreurs du passé, un moment où on peut faire le bilan de la lutte qu'on a menée jusqu'ici, un moment où vous êtes seul face à vous-même et à votre destin. Je voudrais remercier le bon Dieu de m'avoir permis de passer ce moment. Comme quoi tout ce que Dieu fait est bien. Cette prison ou cette détention n'a pas été une mauvaise chose pour moi. Aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur la lutte, le côté politique de notre combat. C'est pourquoi j'ai décidé dorénavant de ne plus être tellement présent sur les réseaux sociaux. Je voudrais que nous puissions comprendre que nos aînés, Omniobe, Félix Moumié, Ernest Mouanger et tous les autres ont réussi à obtenir l'indépendance de la République fédérale du Cameroun alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous devons nous concentrer sur un travail diplomatique. Nous devons nous concentrer pour aller vers les organismes internationaux, pour aller vers des gouvernements et leur faire savoir que nous sommes opposés à une passation de pouvoir de gré à gré dans notre pays, le Cameroun, et que nous obtiendrons la libération de notre peuple même par la force. Il est souvent revenu que certains de nos compatriotes, ceux qui mènent la lutte pour la libération de notre pays, refusent d'accepter que la force. Il n'y a que la force aujourd'hui pour faire fléchir le régime du dictateur Paul Biya. Chers concitoyens, n'oubliez pas que les Ernest Mouanger, les Félix Moumié, les Robin Omniobe dont vous priez tous les jours ont utilisé la force pour faire plier le régime colonial de M. Ahidjo. N'oubliez pas que Nelson Mandela,
et tous ses amis, ainsi que les Desmond Tutu, ont utilisé la force pour faire plier le régime de l'apartheid. Alors, il faudrait que, et d'autres se cachent derrière les haches, en disant qu'ils sont jeunes, ils veulent confier la lutte pour le changement au Cameroun au professeur Maurice Kamto. Je voudrais que vous sachiez qu'en dehors des génocidaires comme M. Paul Biya, il est difficile pour un homme de plus de 75 ans d'utiliser la force pour chasser un dictateur comme Paul Biya. Le professeur Maurice Kamto, son âge ne le lui permet plus de parler de force et de rapports de force militaire. Probablement sa formation aussi, vu sa carrière, ne le lui permet pas. Mais rien ne nous empêche, nous qui sommes jeunes, les Robin Oumniobé ont pris le bâton du commandement du Cameroun, ils étaient plus jeunes que nous. Certains avec 30 ans, d'autres 32 ans, d'autres 35 ans. Alors vous devrez comprendre que nous sommes suffisamment majeurs pour dire à la communauté internationale, à l'Union européenne, aux Nations Unies, à l'Amérique, au Canada, que nous utiliserons la force, y compris la force militaire, pour chasser le régime de M. Biya et instaurer une démocratie dans notre pays. C'est notre droit le plus absolu. Et je l'ai dit lorsque je suis passé à mes interviews, nous userons de tous les moyens pour chasser cette dictature dans notre pays. Bien évidemment que nous mettrions par devant tout la diplomatie. Parce qu'il est important de donner une chance au dialogue. Pour nous, la vie de chaque citoyen camerounais compte. Malheureusement, le régime fantoche de Yaoundé ne comprend pas la voie du dialogue et je suis presque certain que ce régime fera tout pour s'opposer à un dialogue d'égal à égal avec le peuple souverain camerounais. C'est pourquoi je ne cesse de mettre en arrière-plan le rapport de force militaire sur lesquels la diaspora camerounaise doit travailler. Parce que vous devez comprendre que nos compatriotes qui sont dans notre pays sont pris en otage par ce régime et ne peuvent pas réagir. C'est la diaspora camerounaise, comme la diaspora cubaine, comme la diaspora libyenne, comme plusieurs diasporas, s'est mobilisée de par le passé pour libérer leur pays de la dictature. Mes très chers concitoyens, j'ai voulu vous donner les raisons pour lesquelles j'étais détenu parce que il me revient que ça allait de toutes parts et que nos adversaires du régime criminel de Yaoundé ont utilisé cette détention pour faire croire au peuple camerounais que nous sommes en Europe, nous n'avions pas de papier, nous vivions de manière illégale. Il est important que vous sachiez pourquoi votre leader que je suis a été interpellé. Je n'abandonnerai pas. Sachez que je me battrai, même seul. Plusieurs m'accusent de ne pas être sur le terrain, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles je ne suis pas sur le terrain avec vous. Ma position, le pays là où je me trouve, que ce soit au Sénégal où j'étais ou en Turquie, ne me permet pas de vous rejoindre sur le terrain. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble. J'ai besoin de tous les soutiens, parce que je suis seul. Seul, je le dis. J'ai besoin de tous les soutiens pour sortir de la situation dans laquelle je suis, afin que nous puissions mettre nos efforts ensemble et passer à une autre étape. Si nous ne bousculons pas le régime de Yaoundé, il est évident que nous passerons de M. Biya à M. Franck Biya et que nous allons certainement mourir et laisser ce combat à nos enfants. Nous avons été esclaves de ce régime, nos enfants seront probablement esclaves de ce régime. Je me battrai. Je suis venu dans ce monde, il est certain que je vais y mourir, tôt ou tard. J'aimerais mourir, j'aimerais qu'au moment où je laisserai mon dernier souffle, que j'ai la conscience tranquille que j'ai essayé, que je me suis battu comme je pouvais. Et je le ferai. Je le ferai.
Certains m'ont dit, il ne faudrait pas parler d'option militaire lorsque tu es en Turquie ou lorsque j'étais encore au Sénégal. Si je le dis ici, imaginez lorsque je sortirai d'ici. C'est pourquoi le régime criminel de Yaoundé met tout en œuvre pour m'empêcher de sortir des pays comme le Sénégal ou de la Turquie. Parce qu'ils savent qu'une fois que je serai libre de mes mouvements et que je serai dans des pays où on me donnera plus d'opportunités de parler de la situation du Cameroun et de l'option que je propose pour le Cameroun, ils savent que je serai un danger pour leur régime. C'est pourquoi ils ne veulent pas, ils mettent tout en œuvre pour me rapatrier au Cameroun ou pour me bloquer dans des pays comme la Turquie. Parce que tant que je reste en Turquie, je suis contrôlable. Je ne peux pas agir et ils le savent. Mes très chers concitoyens, il est temps de mettre nos efforts ensemble. Je demande que nous puissions nous mettre comme dans un match de baseball. Je demande aux uns et aux autres de mettre la main sur le dos et de m'aider à sortir de cette situation pour qu'ensemble nous puissions réfléchir réellement sur le combat que nous devons mener pour la libération de notre peuple. Des milliers et des milliers de Camerounais sont découragés depuis 2018. La lutte est montée, mais le régime de Yaoundé a réussi à nous infiltrer et a fait chuter et a fait tomber les esprits et les espoirs. Je vous demande d'avoir confiance en moi. Je vous demande de vous remettre ensemble et que nous puissions travailler pour que je puisse sortir de la Turquie. Je vous remercie. Je prendrai congé des réseaux sociaux. De temps à autre, je pourrai m'exprimer sur une ou deux choses concernant les faits d'actualité. Mais ne m'attendez plus régulièrement sur Facebook. Parce que pour moi, nous ne pouvions pas être 30 millions de journalistes sur les réseaux sociaux. Et nous ne devons pas laisser des vraies réflexions sur le changement au Cameroun et venir plutôt parler tous les jours sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple souverain camerounais.